Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais corriger le TD3, l'exercice 1 portant sur les limites, donc les questions de 1 à 12. Et je profite pour rappeler aussi que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Alors on démarre avec l'exercice 1 qui ne posera absolument aucune difficulté pour la simple raison qu'il n'y a pas de forme indéterminée. Donc ici j'ai un quotient, donc mon numérateur en 0 va tendre vers 1, le dénominateur en moins l'infini, et donc j'ai du 1 sur moins l'infini, ça va tendre vers du 0 lorsque x tend vers 0. L'exponentiel quant à lui en 0 va tendre vers exponentielle 0, donc soit 1, quand x tend vers 0, et donc par différence, ça va tendre vers moins 1. Voilà. Alors la question 2 ne présente également aucune difficulté pour la simple raison que nous n'avons toujours pas de forme indéterminée. Le numérateur, lorsque x tend vers pi, va tendre vers 0. Le dénominateur va tendre vers pi, et donc on aura du 0 sur pi, soit un quotient qui va tendre vers pi. Donc nous arrivons ensuite à la question 3. Pour la question 3, donc j'ai du x carré plus x moins 2 sur x carré moins 1. Et donc là, je souhaite calculer ma limite en 1. Alors, lorsque j'évalue le numérateur en 1, donc j'obtiens 0, 1 plus 1 moins 2, le dénominateur aussi, et donc je me retrouve face à une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors ici, la première remarque qu'on doit se faire, c'est que le 1 annule le polynôme au numérateur, ce qui veut dire évidemment qu'on va pouvoir factoriser par x moins 1. Donc je rappelle dans le cas général que si vous avez un polynôme p, donc on va le prendre dans le cas de x, c'est un polynôme quelconque à coefficient dans R ou dans C. Si j'ai a qui est racine, c'est-à-dire si p de a, si a annule mon polynôme p, alors je vais pouvoir factoriser mon polynôme par x moins a, donc fois un polynôme évidemment q de x de degré strictement inférieur à p. Voilà, et donc je vais me baser sur cette idée-là, cette propriété-là, pour me dire que là, évidemment, le 1 annule mon numérateur, je vais donc pouvoir factoriser par x moins 1, d'accord? Donc je vois par rapport à la constante que ici je vais avoir du x plus 2. Au dénominateur, c'est simple à simplifier tout simplement parce qu'on a affaire à une identité remarquable. Et donc là, je vais pouvoir simplifier par la quantité x moins 1 et ça va automatiquement lever ma forme indéterminée. Et donc ça va tendre vers 3 au numérateur, 2 au dénominateur, soit vers la quantité 3 demi quand x tend vers 1. Donc là, l'idée vraiment à retenir de cette question-là, c'est que si a annule un polynôme p, mon polynôme p est factorisable par p de x, par x moins a, pardon. Bien, alors on avance avec les questions 4, 5, 6 qui auront la même idée de résolution, puisque vous reconnaissez ici des fractions rationnelles, vous êtes en l'infini et donc vous savez qu'il suffit simplement de retenir les termes dominants. Donc pour la question 4 par exemple, je vais avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x puissance 9 plus x moins 7 sur 2x puissance 8 plus x puissance 6 plus 2x moins 6. Et donc, ça va être égal à la limite. Et là, je ne conserve donc, comme je viens de le dire, que les termes dominants. Pour retrouver cette idée-là, il suffit de factoriser par le terme dominant. Vous verrez que effectivement, ça fonctionne systématiquement. Donc là, il va me rester 4x puissance 9 au numérateur, 2x puissance 8. Après simplification, il me reste du 2x. Et donc, ça va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors, pareil, c'est vraiment la même chose pour la question 5. Donc je vais appeler la fonction f de x pour aller un petit peu plus vite. Et donc je vais à nouveau retenir uniquement les termes dominants, soit le 4x puissance 9 sur du 2x puissance 9 après simplification.
il me reste la quantité 2 et c'est donc la limite de ma fonction f de x. Donc à nouveau pareil, je vais appeler f de x ma fonction pour gagner un petit peu de temps puisqu'il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est vraiment la même chose. Et donc je vais uniquement conserver les termes dominants. Alors attention, hein, on conserve les termes dominants que lorsqu'on a affaire à une fraction rationnelle ou une fonction polynomiale évidemment, et lorsque vous êtes soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Donc si vous êtes en 0, surtout n'allez pas appliquer cette idée-là qui est fausse, par exemple. Alors, donc là, il va me rester, après simplification, la quantité 2 sur x, et évidemment, ça va donc tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc pour ces trois questions-là. Donc on va passer ensuite à la question suivante, soit la question 7. Alors, pour la question 7, vous avez une fonction puissance. Et là, je ne réfléchis pas, j'ai un réflexe qui est de passer automatiquement à l'écriture exponentielle. Je rappelle que a puissance b peut s'écrire exponentielle b log de a. Donc, suivant cette écriture-là, je vais avoir ici de l'exponentielle x log de x. Je vais donc m'intéresser à la limite de x log de x lorsque x tend vers 0. Alors ici, on voit qu'on a une forme indéterminée puisque le log, lui, va tendre vers moins l'infini en 0. Le x tend vers 0, donc j'ai du 0 fois moins l'infini. Mais évidemment, je reconnais de la croissance comparée. C'est donc la puissance de x qui l'emporte par croissance comparée. Bien, alors ensuite il me suffit de composer, donc par suite, on va obtenir la limite de exponentielle x log de x qui va être égale à exponentielle 0, soit 1. Bien, alors je passe ensuite à la question numéro 8. Donc la question numéro 8, c'est du sinus x sur log de 1 plus x en 0. Bon alors là, évidemment c'est une forme indéterminée puisque au numérateur je vais avoir du 0, au dénominateur je vais avoir du 0, donc 0 sur 0, je ne sais pas faire. Par contre, lorsque vous observez bien, ça rappelle un petit peu des limites connues de cours. Donc la première, c'est sinus x sur x qui tend vers 1 lorsque x tend vers 0, d'accord? Et la seconde, c'est log de 1 plus x sur x qui tend aussi vers 1 lorsque x tend vers 0. Alors, je vous invite évidemment à aller revoir les démonstrations de ces deux limites-là, qui passent par la définition du nombre dérivé d'une fonction alors ici c'est en 0. Voilà, donc je rappellerai cette définition dans la question 10 où nous nous servirons justement de cette idée-là. Donc pour ici, je vais essayer de me ramener à ces deux limites connues simplement par un jeu d'écriture. Donc il me suffit d'écrire sinus x sur log de 1 plus x qui est égal à sinus x sur x. Donc je vais diviser par x et remultiplier par x. Voilà, et là c'est terminé, puisque ça, je sais déjà que ça tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Alors là, ça va tendre vers l'inverse de 1, soit ça tend encore vers 1. Et donc, par produit, ça va tendre vers 1 quand x tend vers 0. Bien, la question numéro 9, c'est la même idée. La même idée, puisque vous avez du sinus x fois log de x. Il suffit, alors c'est évidemment une forme indéterminée, il suffit simplement de faire exactement le même jeu d'écriture que précédemment pour se retrouver avec du sinus x sur x dont la limite est connue puisqu'on vient de rappeler que ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Celle-là, on a déjà rappelé tout à l'heure que ça tendait vers 0 quand x tend vers 0 par croissance comparée. Et ainsi, par produit, on va avoir donc la limite de sinus x fois log de x qui va être égale à 0 fois 1 soit 0 quand x tend vers 0. Alors on passe à la question suivante, donc la question numéro 10, où
on doit calculer la limite de cette quantité-là en 1. Alors ici, avec un tout petit peu d'observation, on reconnaît un taux d'accroissement et donc je vais en profiter pour rappeler la définition d'un nombre dérivé. Donc si je prends une fonction f dérivable en x0, alors évidemment x0 il fait partie de l'intervalle de définition de f, alors la limite du taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 va être égal à f' de x0, soit le nombre dérivé de f en x0. Alors, donc, je me ramène à cette définition-là. Ici, ce qui va jouer le rôle de ma fonction f de x, ça va être évidemment la fonction exponentielle. Et ce qui va jouer le rôle de x0, ça va être la valeur 1. D'accord? Et donc, je vais simplement avoir la quantité exponentielle x moins exponentielle, donc 1 sur x moins 1, qui, par définition, va tendre, lorsque x tend vers 1, vers la quantité exponentielle, la dérivée de l'exponentielle x en 1, soit e. Voilà, donc la limite tend vers e. Je passe ensuite à la question numéro 11, où je dois déterminer la limite de cosinus x exponentielle x en moins l'infini. Alors là, on est gêné puisque le cos x en moins l'infini n'admet pas de limite. Mais on a aussi un réflexe lorsqu'on a du cosinus ou du sinus, ça va être d'encadrer ou de majorer éventuellement en valeur absolue cette quantité-là pour se débarrasser justement de cette difficulté. Donc on a le cos x qui est compris entre moins 1 et 1, et je vais aller multiplier par exponentielle x qui est une quantité strictement positive, et donc ça ne change pas le sens de mes inégalités. Voilà, il me suffit maintenant de déterminer la limite de mes bornes en moins l'infini. Je constate que les deux tendent vers 0, et donc c'est par le théorème d'encadrement que je vais pouvoir conclure. Donc par le théorème d'encadrement, je conclus que la limite de exponentielle x cos x va tendre vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Allez, on y va pour la dernière. On voudrait déterminer la limite d'une différence de racines. Donc vous avez racine de x carré plus 1 moins racine de x carré moins 1. Évidemment, sous cette forme-là, c'est une forme indéterminée. Mais une idée qu'on doit avoir dans sa boîte à idées, je vais dire, c'est que lorsque vous avez une différence de racine de la sorte, pour lever l'indéterminé, il faut penser à multiplier par la quantité conjuguée. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. On va multiplier donc par le conjugué de cette quantité-là. Et normalement, ça devrait suffire à lever la forme indéterminée. Donc je multiplie par cette quantité. Évidemment, je redivise par la même chose pour ne pas changer la valeur de ma fraction. Au numérateur, j'ai la forme a plus b facteur de a moins b, soit a carré moins b carré. Alors en distribuant le moins, voilà ce qui me reste. Le dénominateur qui ne change pas. Et donc là, je me rends compte qu'on a levé la forme indéterminée, puisque le numérateur vaut 2, le dénominateur tend vers plus l'infini. Et donc, le quotient des deux va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et ceci conclut donc cette vidéo-là.